j'en reprends là. Donc là maintenant, pas interlude, partie 2 et la question de l'addiction. Donc après cette question-là de travail, du travail, donc ça allait pas tellement, j'étais encore une fois un peu au bord de la crise de nerfs. J'ai tenté ici quand même de voir qu'est-ce qui se passe quand je ne fais pas quelque chose. Voilà, quand je ne vais pas en cours. Donc il y a un cours où un prof m'avait pointé des contradictions dans ce rapport-là, justement. Et je me suis dit, ok, très bien, donc je ne vais plus à son cours. Voilà, il m'avait pointé la contradiction que j'avais entre justement à la fois le fait de vouloir être dans une forme de liberté et en même temps respecter mes devoirs. Et donc du coup, je me dis, dans ce cas-là, je ne vais pas respecter mes devoirs, je ne vais pas aller en cours. Parce que, après tout, c'est à moi de choisir si j'y vais ou pas. Et donc j'ai essayé de réfléchir sur ce ne pas. Mais du coup, ne pas aller en cours, ne rien faire, c'était un petit peu angoissant. Et je trouvais des stratagèmes, donc j'essayais quand même de dormir ou d'écrire, mais il fallait que je compense quelque part par quelque chose. Comme s'il y avait besoin de compenser cette absence, ce truc-là. Comme si la désobéissance ici était aussi une sorte de trahison, était aussi une manière de faire quelque chose qui était pas bien et qu'il fallait compenser. Il y avait quelque chose en tout cas, je ressentais un certain état de malaise, en fait. Bon. Et je vais passer assez vite là-dessus. Mais en tout cas, il y avait surtout cette idée-là, et de plus en plus se penser comme outil artistique aussi la possibilité de ne pas faire, de refuser quelque chose. Donc ça c'est en 3e année. Donc du coup, avec notamment c'est un petit peu cet idéal de Thoreau, de Henri-David Thoreau, qui passe 1 an ou 2, je sais plus, 1 an, dans la forêt, dans une cabane dans la forêt. Alors j'ai pas lu son livre qui s'appelle Walden ou La vie dans les bois, mais il y a un peu ce truc-là d'être en dehors de la société, en dehors de son rythme, en dehors de l'agitation de la vie urbaine et tout ça, et en même temps d'être dans un moment où il y a plus d'impératif. Il y avait un côté comme ça, même si j'aimerais bien voir ça, mais il y a quand même un impératif qui est quand même de manger et voilà, mais évidemment, bien sûr, mais voilà, là j'ai essayé de voir qu'est-ce qui se passait dans ce cadre-là, qu'est-ce qui se passait dans un cadre où il n'y a plus d'impératif, il n'y a vraiment plus aucun impératif, il n'y a plus d'objectif à faire. Il y a aussi une vidéo autodisciple sur la question, vivre sans objectif. Et du coup je me suis dit, je vais essayer de faire ça. Je vais me forcer à le faire, et donc quand il y a eu les grandes vacances, pendant donc un mois, au moins, non, 2 mois. Alors je préparais aussi, c'est l'occasion aussi de préparer le voyage à Shanghai pour l'Erasmus. Pendant 2 mois, j'ai tenté de ne rien faire. Alors ne rien faire, c'est-à-dire faire le moins possible, c'est-à-dire de pas travailler. Alors pas travailler, c'est-à-dire ne faire aucune production que je pourrais valoriser après. Il y a la question de la valeur aussi. Ça c'est intéressant, la valeur. Alors aucune production que je vais pouvoir valoriser. De pas dire je vais produire en avance pour quelque chose, pour un bilan ou pour n'importe quoi. Et je me dis je me calme et je me force à me calmer. Et c'est toujours bizarre, mais j'aime pas trop la calvitie. Je ferai un épisode sur les cheveux plus tard. Je disais quoi? Oui, voilà. Et en fait, donc du coup, j'ai arrêté. Je me suis dit, voilà, je me calme, je reste chez moi, je refuse d'aller les invitations d'amis pour aller à droite à gauche, pour aller faire un tour, être invité chez quelqu'un. Voilà. Je reste chez moi, je suis un peu tout seul, et donc j'essaie de ne pas travailler. Et en fait, je me suis rendu compte qu'est-ce qui s'est passé. Que quand je ne travaille pas, en fait, mais en même temps, je fais ça aussi tout le temps, dans les week-ends, etc. Quand je ne travaillais pas, je passais soit beaucoup de temps sur l'ordinateur, ou sur les écrans type ordinateur portable, type téléphone, ou encore le téléphone aussi, mais à voir plein de vidéos sur YouTube ou à voir plein d'articles, et donc du coup ça me fatiguait les yeux et ça me crevait physiquement.
soit, et dans le plus général, ça menait aussi à ça, à regarder de la pornographie, à me masturber. Et en même temps, ça c'est une pratique que j'ai depuis en fait, très longtemps, quelque part, depuis que je suis enfant, en fait, depuis que j'ai accès à Internet. Même si je l'ai fait très progressivement, parce que, évidemment, c'était plus compliqué quand j'étais avec mes parents. Et c'est que vraiment quand j'ai eu mon propre appartement que ça peut être plus conséquent. Mais qu'en fait, il y avait une pratique qui s'était installée ici, une pratique quelque part dont je parlais pas, parce qu'il y avait quelque chose d'assez honteux dans la pornographie, et que j'ai mis du temps aussi justement à pouvoir en parler au fur et à mesure. Et je me rendais compte qu'en effet, les moments où je regardais de la pornographie, c'était le moment où je n'étais pas dans un moment où je travaillais beaucoup, pour le coup. Et donc c'est comme s'il y avait quelque part une espèce de, je l'ai vu un peu comme ça, à un moment donné où, voilà, soit je travaille, et donc il y a une sorte d'addiction au travail, soit je regarde plein de porno et je me branle, et après je suis crevé pendant plusieurs jours. Et ça engendre un plaisir, c'est vrai, mais aussi un épuisement. Et, voilà. Et en fait je me dis, bah, mais quelque part c'est... Bon, je pensais ne pas être accro au porno parce que justement, il y avait des périodes où j'en regardais pas beaucoup. Mais dans ce cas-là, c'est parce que je faisais beaucoup de travail. Et inversement, il y a des fois où je peux ne pas travailler pendant longtemps, mais c'est aussi parce que je regarde beaucoup de porno. Et donc en fait, c'est comme si ça compensait l'un l'autre. C'est comme si, voilà, il y avait un manque en amont, et que soit ce manque-là allait vers le travail ou vers la pornographie. Et en effet, quand j'ai commencé à me dire, bon bah voilà, c'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement que j'arrête le travail, il faut aussi que j'arrête la pornographie, ça... Et aussi, bon, et son corollaire, la masturbation, en tout cas en tout cas la question de la sexualité se posait comme telle. Du coup, à ce moment-là, j'ai ressenti des moments d'angoisse et de frustration assez intenses. Et corporellement, ça se ressentait aussi beaucoup. Et c'est aussi parce qu'en même temps, je faisais des formes de méditation et d'auto-hypnose qui permettaient de comprendre beaucoup mieux ces aspects-là aussi. Donc voilà, bon après, donc du coup, oui, bon, je disais, bon après il y a aussi l'écran aussi, hein, les écrans, c'est vrai en fait, j'ai essayé de voir comment justement arrêter la question de la pornographie. Je me rendais compte que quand j'allais sur les sites de rencontres, parce que je me disais c'est pas de la pornographie, ça compte quand même, bon, je peux discuter avec des gens et tout, bah finalement, ça engendre comme un certain fantasme, une certaine frustration, qui amène finalement, in fine, rapidement vers la pornographie, ça devient compliqué de résister. Et de manière plus générale aussi, les écrans, surtout le soir, fatiguent les yeux, mettent dans un état un petit peu de semi-ivresse, un petit peu comme ça, un peu pas bien. Et ça mène aussi assez vite vers, après, une espèce de facilité à la pornographie. Donc c'est comme si, quelque part, la pornographie arrivait un peu en bout de course, mais elle était une manière de... Voilà, c'était un petit peu une accumulation d'un tas de trucs qui fatiguaient, jusqu'à une espèce d'entraînement de cercle vicieux, quoi, qui amenait à ça. Et en effet, en m'interdisant, du coup, la pornographie, les sites de rencontres, et les écrans, mais pas tout le temps, mais quand même pas mal, en tout cas le soir, en me forçant à me coucher tôt. Et puis aussi, bon, l'alcool, mais ça c'est parce que j'étais à la campagne, donc il n'y avait pas d'alcool. Il n'y a pas de raison de boire de l'alcool en soirée, quoi. Du coup, j'ai ressenti en effet des moments de manque, comme quand on n'a plus d'addiction, quelque part. Des moments assez intenses de manque, et en même temps qui étaient reliés aussi à des émotions, comme si les émotions remontaient, d'un côté comme ça. Et donc j'ai essayé de le théoriser comme tel, c'est-à-dire que... Alors je me suis lié aussi, j'ai été très fasciné aussi par le mouvement NoFap, donc le mouvement NoFap qui est un mouvement sur Internet de gens qui justement tentent de faire une sorte de grève ou de sevrage de la pornographie sous le modèle des alcooliques anonymes. Alors je ne me suis pas inscrit sur les sites en question, mais j'ai lu énormément de témoignages, et c'était assez surprenant, puisque les gens avaient vraiment des témoignages assez surprenants, alors moi je ne sais pas à quel point ça pouvait être, on va dire, un effet placebo, n'importe quoi, mais bon, moi j'avais envie d'y croire, j'avais envie d'essayer ça aussi, puisque justement ce qui était décrit, c'est que avec l'arrêt de la pornographie, et aussi plus généralement l'arrêt de la masturbation, il y avait un regain d'énergie très puissant,
Il y avait aussi on va dire une forme de désexualisation de la vie, c'est-à-dire c'est comme si la pornographie instillait des images dans l'inconscient, hein, de phénomènes assez de sexualité souvent assez hardcore, et que ça se reproduisait dans la vie quotidienne, c'est que la vie quotidienne devenait un espace où on avait toujours envie de baiser, mais qu'on c'était pas possible, donc il y avait un truc comme ça. Et que justement, en faisant un petit peu le sevrage de ça, ça permettait de pouvoir être plus, d'avoir un rapport au monde plus, où la relation retrouvait une saveur qui n'était pas une saveur directement érotique, et j'en disais aussi voilà, qu'ils retrouvaient du plaisir aussi à faire l'amour, que les sensations étaient beaucoup plus fortes en fait, que le porno était un moment de... Enfin, on a tous les effets d'une drogue en fait, hein, c'est la même chose. Hein. Et que il y avait qu'aussi, oui, que du coup, ils avaient trouvé des copines beaucoup plus facilement. C'est un peu étrange comme truc, mais c'est comme quelque chose d'assez... Il y a plein de témoignages comme ça, plein de choses. Après, des trucs plus ou moins anecdotiques du style, bon, les cheveux qui repoussent, les trucs. Bon. Mais les questions hormonales, choses comme ça. Mais c'est vrai que moi aussi, c'est des choses que j'ai ressenties. Par exemple, j'ai ressenti au bout du 8e jour, mais à un point tel que j'avais... Enfin, c'était... je m'y attendais pas, en fait. En effet, il y a un contrôle du corps, une frustration qui fait qu'on s'oblige à ne pas se masturber, ou en tout cas, à ne pas regarder de pornographie. Moi, je me masturbais quand même un petit peu sans aller jusqu'à l'éjaculation. Parce que l'éjaculation, c'est comme s'il y avait quand même une perte de quelque chose, et du sperme déjà, mais aussi de l'énergie aussi qui est liée à ça. Et en fait, au bout du 8e jour, c'était surprenant parce que je pense que j'avais des pics de testostérone plus forts qu'avant. Et je me sentais beaucoup, beaucoup plus viril qu'avant. Et en fait, c'est comme si ça changeait le genre. C'est-à-dire que la perception du genre que je pouvais avoir, la perception que je pouvais avoir de mon genre, fluctuait beaucoup plus facilement et était dans des états que je connaissais pas, que je connaissais très mal en fait. Voilà. Donc c'était des expériences en fait ici dans l'arrêt de l'addiction, enfin dans l'arrêt en tout cas de l'image pornographique et de l'éjaculation en tout cas, des sensations perceptives très puissantes, enfin très puissantes, qui amenaient à des formes d'angoisse, des formes de manque physique aussi. Et en même temps des changements dans l'ordre de la perception et dans l'ordre de l'imaginaire aussi. C'est-à-dire que du coup, bon, même si en effet je n'avais pas d'image, j'essayais de reproduire aussi des fantasmes par l'imagination. Et évidemment, n'ayant pas le support de l'image, c'est obligé à reproduire en fait un circuit d'imaginaire plus intéressant que des images toutes faites déjà préparées. Alors bon, évidemment, j'ai pas jusqu'au bout le truc. Hein, c'est vrai que voilà, si j'avais été, ça que j'ai fait. Ce qui m'intéressait, c'était l'arrêt de la pornographie et pas simplement pas simplement l'arrêt total de tout désir sexuel. C'était pas l'intérêt pour moi. Voilà. Mais du coup, c'était de voir comment je pouvais peut-être dévier un désir sexuel qui passait sur la pornographie pour la dévier sur un champ imaginaire, par exemple, voilà, comme si justement la pornographie ouais, et en effet, c'est ça aussi, c'est que la pornographie faisait écran aussi. La pornographie faisait écran à ce niveau-là. Bon, il y a un ensemble de choses aussi que je pourrais. Donc, j'ai tenu un journal pendant ce moment-là. J'ai pas envie de le diffuser, mais peut-être que j'en prendrai un peu des bouts. Évidemment, quelque chose d'assez intime là-dedans, mais c'est que après coup, je peux en parler comme je fais là. Je sais pas si ça, par exemple, je diffuserai, mais je pense que si, parce que là, le fait que je puisse en parler sans trop de honte, c'est déjà un bon pas. Mais évidemment, à ce moment-là, j'étais un peu honteux de regarder de la pornographie. Mais c'est aussi évidemment un truc plus lointain que j'essaie de comprendre aussi. Donc voilà, je sais plus quoi dire. Donc dans ce rapport à la pornographie, donc ouais, je vais pas détailler toute cette question de manque et tout ça, mais c'était quand même en tout cas des expériences très riches et qui ont fait que il fallait que je sois vraiment en vacances pour faire ça. Parce que si par exemple, en effet, j'aurais eu du travail à rendre, j'aurais été frustré dans une situation de manque, etc., que j'aurais certainement tout
tout mis sur le travail en fait. J'aurais été. Et là, il fallait quelque part que je m'oblige à rester chez moi à rien faire, comme des gens qui sont, je sais pas, alors c'est peut-être pas le même niveau, mais sous héroïne ou quoi, et puis ils ont obligé de se mettre chez eux avec une porte barricadée pour pas sortir quoi, pour dépasser les effets du manque. Et là, c'était un petit peu ça. Là, c'était même si j'avais toujours la possibilité, en plus, l'image photographique était pas loin, et puis au début, je tenais j'avais du mal à tenir 2 ou 3 journées. Mais par contre, j'arrivais à ressentir bien le manque, à faire des exercices de respiration, d'auto-hypnose, pour comprendre ce que ça signifiait, et pour faire aussi des exercices. Donc j'essayais aussi de naviguer dans mes souvenirs pour voir ces moments de manque, quand est-ce que je les avais déjà vécus, dans quelles circonstances, à quoi ça faisait référence, comme si cette émotion-là était un signe, une expression qu'il fallait que je comprenne. Et en effet, ça m'a rappelé pas mal d'émotions aussi. J'ai pu retrouver aussi comme une sorte toute une mémoire aussi de pratiques enfantines liées à la sexualité que j'avais avant que ce soit un petit peu peut-être pris par la pornographie. Voilà, donc j'ai pu comme ça renouer avec tout un imaginaire déjà enfantin, quoi, pré-porno. Et qui était justement au-delà de simplement des images audiovisuelles, mais qui passaient aussi par le toucher, par beaucoup de choses comme ça. Et du coup, ça fait aussi que sans le support de l'image aussi, les pratiques... alors ça c'est un peu plus après aussi, mais les pratiques masturbatoires, notamment à travers le toucher, à travers le travail d'autres zones que... Enfin, le travail, encore pas le zone de travail, mais à travers la manipulation, on va dire, pas tant du pénis, mais par exemple de l'anus ou des choses comme ça, d'autres zones érogènes, transformer le corps, permettait d'être beaucoup plus attentif, non pas à une situation mentale ou visuelle, mais à une situation perceptive de par le corps. Et ça changeait des choses aussi, ça changeait beaucoup de choses. Notamment, il y a un truc que j'avais remarqué, alors c'est quelque chose aussi que j'ai fait un peu après, hein, ces choses, pas forcément, tout n'est pas forcément en même temps, mais c'est comme si la pornographie avait fait écran, c'est comme s'il y avait la pornographie qui était devant moi comme ça, et que moi je me branlais devant, et puis c'est tout. Et puis, en fait, quand je faisais ça, je me rendais compte que, en faisant un peu d'auto-hypnose, quand je parle d'auto-hypnose, c'est plus des questions d'écoute du corps, hein. C'est écouter son corps et être dans des sous-strates qui permettent d'avoir plutôt accès à ce qui se passe. Je me rendais compte qu'en fait, que c'est comme si mon corps rapetissait après l'éjaculation, comme si je me sentais recroquevillé, tout pas bien, tout fragile, tout un peu aigri comme ça. Et c'est comme si dans les jambes, j'avais donc des taches, aussi des taches brunes, qui étaient là. Et alors du coup, à l'époque, j'associais ça un peu à du chakra, à un type de chakra, mais qui avait quelque chose comme ça, comme une espèce et c'était pas vraiment en tout cas, c'était quelque chose que je ressentais vraiment, hein, c'était pas un truc... pas que mystique, pas que de la croyance, c'était aussi du ressenti. Donc c'était un peu étrange quand même que ça marche aussi bien. Je sentais en effet les jambes lourdes, je sentais quelque chose comme ça. Une sensation corporelle particulière, qui était très localisée aussi. Et notamment... tout ça c'est un peu après, hein, mais bon, voilà. Et c'est vrai qu'en effet, en testant notamment... c'est après Shanghai, ces choses-là. En testant notamment en pouvant utiliser des sextoys, comme je faisais aussi quand j'étais enfant d'ailleurs, mais c'était pas des sextoys, c'était des sextoys faits main, quoi. Des sextoys pour stimuler l'anus, donc comme des plugs des gods, des plugs anneaux, comme ça. Les sensations étaient évidemment très, très différentes, et elles se propageaient différemment aussi. Le plaisir se propageait dans le corps entier et pas que dans le pénis. Alors que dans la masturbation ou dans la pornographie, tout se faisait dans le pénis. C'est comme si, en regardant de la pornographie, je ressentais le besoin de me branler, et si je le faisais pas tout de suite, ça arrivait quelques heures après ou le lendemain. Mais c'est comme si quand j'avais une image pornographique, elle restait dans la tête, et tant que je m'étais pas branlé, l'image restait là, et il y avait besoin d'éjaculation. Et c'est qu'au moment d'éjaculation que l'image peut ressortir un petit peu. Donc c'est comme s'il y avait un sort qui était jeté en fait, et que voilà, il y avait l'image restait dans la tête et qu'il fallait qu'elle sorte quelque part. Voilà, alors que
Et donc du coup, c'est que, voilà, bon, bah, si je me branlais, c'est bon, ça pouvait sortir. Par contre, l'éjaculation me faisait épuiser tout le corps, et puis c'était crevant comme ça. Ça, c'est vraiment après Shanghai, etc. Parce que du coup, à ce moment-là, je faisais des expériences où qu'est-ce qui se passe quand je regarde du porno, qu'est-ce qui se passe quand j'en passe pas, quand je regarde pas, qu'est-ce que ça joue en fait, sur quoi ça joue l'image. Et en fait, je me rendais compte que quand je jouais avec mon corps, notamment quand je me stimulais par l'anus, à travers des godemichés par exemple, la prostate, je n'éjaculais pas, mais par contre, il y avait en effet un plaisir qui était là aussi, qui était différent du plaisir pénien, mais il n'y avait pas ce besoin. Enfin, c'est comme si comme si en effet il y avait. Quand je regardais du porno, il y avait côté que quelque part il y avait comme une espèce de frustration d'énergie dans tout le corps, d'une intensité, comment dire, une tension comme une tension électrique qui parcourait le corps un petit peu et qui se concentrait vers le pénis. C'est comme s'il fallait que ça sorte par le pénis comme ça. Et c'est comme si justement, en passant par l'anus, par la prostate, cette sensation-là, elle se calmait un petit peu. Et elle se calmait un peu partout. C'est pas qu'elle sortait par le pénis, c'est que elle était un petit peu, voilà, elle se calmait dans tout le corps entier. Et qu'en fait, c'était une manière du coup de pouvoir. Alors ça suffisait pas quand même, hein, c'était pas non plus. En tout cas, il y avait pas mal pour que le truc s'enlève, mais ça adoucissait le truc. Et là, je me dis, c'est quand même sacrément intéressant parce que c'est comme si la pornographie m'obligeait à un orgasme par le pénis, mais ce faisant, en fait, m'avait aussi coupé d'une relation imaginaire à l'anus, ou un truc comme ça, et que ça se passait par l'image, en fait, précisément. Alors que dans l'imaginaire, ça passait par autre chose. Donc je me dis, voilà, en fait, quelque part, il y avait tout un truc ici. Bon. Bref, mais ça c'était un peu. En même temps, ça ne change pas grand-chose. Hein, voilà, bon. Quand j'étais justement à Shanghai, j'ai continué ça. De toute manière, à Shanghai, la pornographie était interdite. Donc c'était un peu plus compliqué pour y avoir accès. Même si, de toute manière, on pouvait quand même le faire avec des VPN. Mais j'ai quand même tenté le coup, du coup, de pas regarder. Bon, j'ai pas réussi, mais bon, je l'ai fait quand même assez longtemps. Mais en tout cas, bon, c'est clair qu'il y a un rapport addictif. C'est vrai que là, par exemple, d'autres personnes, peut-être, j'étais assez surpris de voir que il y a quelques personnes dans mon entourage qui ne regardent pas du tout de porno, parce qu'ils n'aiment pas ça. Bon, d'autres aussi, par exemple, qui regardent beaucoup. Mais c'est comme tout, c'est comme toute addiction, quelque part. Bon, donc il n'y a pas de honte à avoir, il y a juste à comprendre en fait d'où ça vient, qu'est-ce que ça fait. Et en effet, ça conditionne un certain rapport à la sexualité. Clairement, il y a aussi un truc comme ça qui est que j'ai remarqué ça, hein, c'est que si je me branle et que j'éjacule, j'ai plus envie du tout de séduire ou de rencontrer quelqu'un, ça m'intéresse pas, j'ai envie même juste de rester chez moi et d'être pas bien. Il y a comme si j'étais un peu malade, presque un peu, un côté comme ça. Et dans un cadre justement de masturbation, enfin de porno, si je suis en vacances, et je regarde, je sais pas, du porno, mettons, tous les jours ou un truc comme ça, à répétition, bah, ça va épuiser complètement le corps et très vite, je vais être un peu comme une larve. Donc en effet, si je le tiens si je ne me masturbe pas pendant une semaine ou 2 semaines, il y a une espèce d'énergie qui est là, hein, qui va vraiment, qui sera vraiment, voilà, assez puissante. Notamment, ça monte, notamment les premiers jours, ça monte assez vite comme ça. C'est ce qui est décrit aussi par beaucoup de témoignages. Et ce qui fait que quelque part que, en s'interdisant de se branler, ça fait aussi que c'est comme s'il y avait une énergie sexuelle, comme une libido qui était là, hein, comme une pulsion, et qui s'emmagasinait au fur et à mesure, et que si elle ne pouvait pas être déchargée immédiatement par justement une image pornographique ou une masturbation, elle avait besoin d'être sublimée, notamment dans des relations sociales ou dans autre chose, dans une relation sexuelle, ou donc du coup de séduire, etc. Et en effet, c'est que là où on retrouve justement le circuit de l'addiction, clairement. C'est-à-dire que le circuit d'addiction, tel que en tout cas il est montré par les endorphines, tout ça, c'est que pour le coup, alors pour la pornographie, c'est moins, les scientifiques sont moins d'accord là-dessus, mais bon, moi corporellement, je trouve que ça marche assez bien. Mais c'est le cas pour le cannabis, par exemple, ou pour l'héroïne. Ça va produire des endorphines
quand on va en prendre, ce qui va faire que les moments où on va en prendre, on va avoir beaucoup de plaisir. Donc c'est de l'endorphine, ou même pas de la dopamine d'ailleurs, je crois. Donc c'est du désir en fait. Enfin, pour le porno, c'est du désir, c'est un petit peu différent. C'est même pas du plaisir, c'est du désir. Et ça va faire que les moments où on n'en aura pas vont être faibles en comparaison. Et en fait, plus on va en prendre, plus on va vouloir en prendre de plus en plus. Ce qu'il faut que on va avoir un déséquilibre entre les moments où on va en prendre et les moments de la vie quotidienne où il n'y en aura pas. Ces moments-là de la vie quotidienne vont être du coup désinvestis par rapport à ces moments où il y aura beaucoup plus de choses. Et justement, c'est quand on enlève les moments de dopamine intense que du coup, la vie quotidienne retrouve son intérêt. C'est comme un choc de paradigme aussi pour le coup, ce truc-là. Parce que ça veut dire que quelque part que si on a des moments de très forte intensité, les moments de faible intensité vont être en comparaison beaucoup plus désinvestis. Et si on veut investir justement les moments de faible intensité, il faut désinvestir les moments de très forte intensité. Surtout si ça ne plaît plus. Hein. Surtout si c'est pas à notre avantage. Et en effet, c'est vrai, les moments justement où je me branlais pas, mais je travaillais pas non plus, hein, c'était pareil aussi. C'est le moment aussi, quelque part, où je pouvais aussi bien dormir, parce que en fait, c'est ça qui est très surprenant d'ailleurs, c'est que les moments où je regardais ni porno, ni de travail, ni rien du tout, je me disais, mais qu'est-ce que je fais en fait? Et ben j'étais obligé de rester à la maison, à me balader, à lire, à dormir, et puis c'est tout. Et puis en fait, ça faisait beaucoup de bien, parce que d'un seul coup, je pouvais vraiment bien dormir, parce que j'avais rien d'autre à faire. Donc il y a un côté où d'un seul coup, j'ai enfin du temps pour moi. Parce que justement, enfin du temps pour moi, du temps en fait à ne rien faire. Parce que justement, ce temps-là était capturé par ces trucs-là, par ces moments-là, qui capturaient aussi des moments d'intensité, de désir, etc. Et d'un seul coup, le quotidien avait aussi beaucoup plus de saveur. C'est-à-dire que j'appréciais grandement de passer du temps à rien faire et à dormir, ou à boire une tisane, ou à me balader dans la forêt. Parce qu'il y a plus ce truc-là de « Ah tiens, vite, faut que je me dépêche, je sais pas, à voir du porno, ou alors à travailler, ou alors à être trop crevé pour tout ça. Enfin, il y a plus ce truc-là. L'énergie était disponible en fait. Elle était canalisée, mais voilà, il y avait une sorte d'épicurisme qui faisait qu'elle n'était pas gaspillée en fait. Gaspillée dans les choses où je voulais pas qu'elle soit gaspillée. L'énergie est toujours gaspillée, bien sûr. Mais bon. Il y a un truc dans le Tao sexuel aussi. Hein. Le Tao sexuel, donc ça, j'ai découvert ça à Shanghai dans des bouquins, hein, pas en vrai, mais quoique c'est un peu ça aussi. Où en fait, dans le Tao sexuel, il y a l'idée que on va justement limiter l'orgasme aussi. On va faire si possible qu'il n'y ait pas d'orgasme. On va faire monter le désir au maximum, mais dès le moment où il y a l'orgasme, forcément, le désir va redescendre. Et donc il s'agit de faire toujours ce truc-là, de comment contenir l'énergie sexuelle, la canaliser là où on veut, pour qu'il y ait toujours un désir, toujours quelque chose, mais sans que ça s'épuise, justement, notamment au moment de l'orgasme. C'est aussi, je crois, ce que dit Deleuze aussi, hein, où il dit, je ne sais plus pourquoi il parle de ça, mais il parle d'un truc où l'orgasme serait, enfin, il y aurait un plaisir sans orgasme, enfin, il y aurait un désir permanent, continu, mais sans orgasme. Et est-ce que du coup, justement, le bilan n'est pas un orgasme? C'est pas l'orgasme, la période orgasmique, justement, voilà, comme le diplôme, comme je sais pas, un truc comme ça peut-être aussi. Donc comme s'il fallait se protéger de l'orgasme un petit peu. Et peut-être aussi même du désir aussi, hein, parce que le désir n'est pas le plaisir non plus. Bref, enfin, toutes ces questions-là, du coup, m'ont posé beaucoup de questions. Et voilà, donc du coup, c'était une expérience assez riche aussi d'exploration personnelle sur un plan émotionnel, sur ce que ça produisait chez moi, notamment sur la sélection de la pornographie. Donc comme je disais, après j'ai fait des expériences un petit peu de voir qu'est-ce qui se passe quand j'en regarde, quand j'en regarde pas, quels sont les effets de manque, comment ça se joue, à quoi ça correspond corporellement, comment éviter ça, comment trouver des palliatifs à ça. C'est-à-dire qu'il y avait l'idée que, quelque part, du coup j'en suis arrivé à une sorte de théorie, un petit peu presque encore une fois du capitalisme, où quelque part, l'addiction, ici à la pornographie, ou au travail, ou à d'autres choses, ou aux écrans, en fait correspondait, on n'est pas addict à la pornographie ou au travail. On est juste dans une fuite de quelque chose qui est en amont de tout ça.
En fait, on essaie de combler un manque. Il y a un manque qui est là, et ce manque-là, c'est justement ce qui provoque une espèce d'angoisse. Il y a une espèce de truc un peu angoissant en nous. Enfin, en tout cas, c'est ça que j'essaie de comprendre. Il y avait une angoisse qui était en moi, et que cette angoisse-là, pour pas la vivre, je le compense avec la pornographie ou du travail, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Ça peut être, je sais pas, du cannabis ou n'importe quoi en fait. Ça peut être mais aussi de la musique, ou en tout cas la musique est peut-être une manière de pouvoir exprimer quelque chose, ou de la musique, ou, enfin si, enfin bon bref, ou du sucre, etc. Bon. Ça c'est après que je m'en suis rendu compte aussi. Et quelque part quand j'ai pas ça, bah du coup le manque il apparaît, et il apparaît, et il est angoissant parce qu'on sait pas quoi faire avec ce manque-là, on sait pas comment le comprendre, comment le vivre. Et peut-être que ce manque c'est aussi justement un trauma ou je sais pas n'importe quoi, une angoisse, quelque chose. Et moi je voulais justement vivre cette angoisse-là, la comprendre, parce que justement c'était elle qui c'est ça que j'essaie de combler en fait, et qui était toujours un peu en amont, et qui pourtant était important. Parce que je me disais, mais pourquoi j'arrive pas à ne rien faire? Parce qu'en effet, quand je ne faisais rien, alors même que je suis quand même dans une position souvent anti-travail, mais quand je ne faisais rien, ben, j'étais angoissé pour tout ça, justement. J'étais angoissé parce que je faisais rien, en fait. Et donc j'essaie de me dire, mais pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait que je sois angoissé? Et c'est justement cette espèce de manque. Là. Donc voilà, j'ai essayé de vivre le manque. Pour le coup. Mais qui n'est pas un manque d'argent ou quoi. C'est-à-dire, mes besoins étaient au contraire là, mais c'est plutôt vivre sans modèle addictif, sans choses qui produisent artificiellement du désir, quelque chose comme ça. Si ce n'est la nourriture, si ce n'est des choses dormir ou les besoins corporels de base, quoi, un petit peu. Et qui permettent de se reconnecter. En fait, c'est comme si je m'étais reconnecté aussi beaucoup plus facilement à quelque chose de beaucoup plus simple. Et c'est vrai que peut-être depuis longtemps, à ce moment-là, je me suis senti beaucoup moins dans une forme d'urgence et beaucoup plus dans quelque chose qui serait une certaine quiétude, quelque part. Comme si j'étais plus en dette. Il y a un côté comme ça. Comme si quelque chose qui s'était un peu libéré. Quelque chose qui était plus d'une espèce de... comme ça, mais un contrôle de moi-même, quelque part, qui s'était retrouvé. Je coupe là, je vais reprendre après pour... Putain, il y a un moustique. Ils sont chiants ceux-là. Bon. Donc là je prends la suite maintenant.